Voilà, nous sommes live. On va attendre 2 secondes pour que tout le monde ait la possibilité de nous joindre. Entre-temps, je vous souhaite déjà bienvenue à un nouvel épisode de Lens Talk avec notre ambassadeur Marc Aladev. C'est le spécialiste des optiques. Et cette fois-ci, il va vous parler de 3 nouvelles optiques pour APS-C. Ce qui veut dire que c'est fait pour les caméras de la série A6000, A6100, A6400, A6600 et aussi la ZVE10. Maintenant, ces optiques, ils fonctionnent super bien pour photo, mais il y a quand même quelques astuces pour les gens qui les utilisent en vidéo. Mais je pense que Marc saura beaucoup mieux vous en parler que moi. Bienvenue, Marc. Bienvenue, merci. Je finis de partager, je suis à vous dans un instant. OK. Donc, comme vous voyez, Marc a déjà préparé beaucoup d'images et il va les vous montrer immédiatement. Okay. Et je suis Voilà. prêt. Voilà. Entre-temps, tout le monde a eu la possibilité de nous joindre. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 dernières optiques APS-C de Sony. Ça faisait longtemps que Sony n'avait pas publié de nouvelles optiques et là, ils reviennent avec 3 optiques tournées vers le grand angle, un 11 mm f1.8, le record de sa catégorie, un 15 mm f1.4 G, donc haut de gamme, et un Power Zoom 10-20 mm f4 aussi de la série G. Un Power Zoom, c'est un objectif dont le zoom peut être motorisé, ce qui est particulièrement utile en vidéo. Et ce Power Zoom 10-20, en quelque sorte, remplace l'ancien, c'était 11-18 qu'on avait f4 de Sony, mais qui était un des tout premiers objectifs de la gamme Sony en E, donc très très ancien. Voilà, ces trois optiques ont tous des caractéristiques communes. Elles sont toutes de très bonne qualité, très légères et très compactes par rapport à d'autres. Pour atteindre un tel niveau de compacité et de légèreté, il y a des compromis qui ont été faits, notamment aucune ne dispose de stabilisation, ce qui, pour la gamme APS-C, étant donné que il y a peu de boîtiers Sony qui ont la stabilisation, peut être un handicap en vidéo pour certains, mais ce n'est pas très dérangeant en général puisqu'on peut stabiliser en post-processing. Mais sinon, sur les Sony A6500, 6600 qui ont une stabilisation capteur, là on a la stable via le capteur comme sur la série A7, et sur le ZV-10 qui est le boîtier APS-C Sony vraiment tourné vers la vidéo, le V-Log, là, il y a la stable numérique qui est intégrée. Donc, ça, c'est un peu les compromis qui ont été faits, mais avec toujours un souci d'atteindre la qualité optique la meilleure possible. Voilà pour les 3 optiques que je vais vous montrer également en live. Donc, on va passer là-dessus. Donc, je vous montre, est-ce que ouais, la mise au point est bien faite. Voilà le 15 mm f1.4G et pour moi, on aurait presque pu dire que c'est un GM. Vous voyez qu'il a la bague d'ouverture comme sur tous les GM full frame, qui peut être sans clic ou avec clic. Donc, il y a un petit bouton ici pour avoir les clics pour la photo. Sinon, il y a tous les autres boutons, le bouton de maintien de mise au point, d'AFMF. Donc, tout ça a été intégré dans un format extrêmement compact et très, très léger.
Le 11 mm qu'on a ici, lui, est un peu plus simple en termes de conception. Il y a toujours le bouton maintien de mise au point, AFMF, mais il n'a pas la bague d'ouverture. Voilà. On a également ici, je vais prendre comme ceci, le PZ1020 F4 qui lui a une bague de zoom ici. Vous voyez la particularité, puisque c'est un power zoom, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas une rotation avec des arrêts de 10 à 20 mm, mais c'est une bague sans fin, puisque on zoome en tournant cette bague et l'objectif ne s'étend pas, il reste à taille constante, ce qui est un gros avantage si on veut le mettre sur une gimbal. Même chose pour les autres objectifs, ils sont très compacts et légers et donc idéaux pour du vlog ou pour être pris sur une gimbal. On remarque ici le bouton de Power Zoom qui permet de faire varier zoom avant, zoom arrière. Et selon la douceur avec laquelle, ou la rapidité avec laquelle on pousse sur ce bouton, le zoom va plus ou moins être rapide. Donc, il y a moyen donc de zoomer avec cette bague ou avec ce levier, ou dans le cas du ZV-E10, qui a un bouton ici, on a le zoom qui peut être actionné aussi via ce biais-là. Donc vraiment, énormément de manières d'actionner le zoom sur le boîtier. Et ce n'est pas fini. Si vous mettez le boîtier sur un trépied et que vous êtes à distance, il y a moyen de le commander via le smartphone, via l'application Sony Play Memories ou via la télécommande Bluetooth. Donc, il n'y a pas moins de 5 manières d'actionner ce Power Zoom, donc énormément de flexibilité dans le cadre de ces Power Zoom. Et c'est la même chose pour son équivalent full frame, qui était le Power Zoom 1635 F4G, qui bénéficie également de toutes ces possibilités. Pour ce zoom, je vais peut-être vous le montrer en action. Donc, je vais l'allumer. On va mettre ça comme ceci. On va viser, voilà. Donc, je vais actionner le zoom via le bouton du haut. Et vous voyez que ça zoome. Et je peux aller franco ou être beaucoup plus progressif et lent pour dézoomer. Je peux faire le zoom également avec la bague latérale, avec le bouton latéral, ou en tournant la bague. Voilà. Voilà donc toutes les manières, en tout cas sur le boîtier, pour commander ce zoom. Et l'AF est très performant sur les 3 boîtiers, sur les 3 optiques, que ce soit en photo ou en vidéo. Est-ce que vous avez des questions pour ces fonctionnalités, je dirais plus matérielles des optiques? Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Ok. Donc, le 10-20 est vraiment tourné vers la vidéo. Et je vais vous montrer un petit exemple de vidéo faite avec. Donc, je reprends ici. Donc, vous aurez également l'occasion de voir le rendu du flou d'arrière-plan, du bokeh. Le début de la vidéo va vous montrer la douceur du zoom qu'on n'atteint jamais avec un zoom manuel. Voilà, où il y a un zoom très très progressif, sans à-coups. Vous voyez, quelque chose donc de très doux et progressif. Sinon, un peu plus loin, ici, on va voir, on sait varier la vitesse du zoom. Là, le zoom est à une vitesse maximum vers l'avant.
Vous voyez, on passe de l'avant-plan, milieu-plan, arrière-plan de manière très rapide. Donc, la qualité de l'AF en vidéo est également excellente. Le rendu pour des scènes grand angle est très bon. Vous voyez que les distorsions sont entièrement corrigées. Et ici, toutes les scènes ont été tournées sur le A6600 et donc la stabilisation du A6600 permet d'avoir vraiment des scènes très stables. On peut donc, vous voyez le genre de scène grand angle qu'on peut obtenir. Et puis en zoomant progressivement, on arrive à flouter quand même l'arrière-plan à 20 mm, puisque la distance de minimum de mise au point est très courte, inférieure à 20 cm, donc on arrive quand même à avoir une petite quantité de flou d'arrière-plan pour avoir certains effets, quoi. Et donc, pour la F sur les yeux des personnes, aucun problème, comme d'habitude. Tout ça fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est un exemple de vidéo faite avec le PZ 1020. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo d'exemple de rafale photo faite avec le 15 mm, par exemple. Voilà. Donc, c'est toujours fait avec le A6600 pour vous montrer la qualité du suivi de la rafale. Il n'y a aucun raté. L'objectif et le boîtier suivent parfaitement les sujets. Et tout a été pris à pleine ouverture, donc à f1.4 par exemple. Donc voilà, un AF parfait, je dirais, sur ces optiques. C'est la même chose pour le 11 mm, vraiment aucun problème d'autofocus à signaler, ni en photo, ni en vidéo. Des résultats excellents. Voyons maintenant, passons-les un par un pour quelques exemples de photos. On va commencer par le 11 mm. Donc, alors le 11 mm, j'ai pris une photo non corrigée. Vous voyez qu'il y a pas mal de distorsions et de vignettage qui sont corrigés automatiquement dans le boîtier. Et si vous travaillez en RAW, les logiciels comme Lightroom permettent de corriger tout automatiquement. Donc voilà, vous voyez que tout est corrigé et on a quelque chose de parfait, plus de vignettage, distorsion entièrement corrigée. La dernière version de Lightroom qui est sortie il y a juste il y a une semaine ou deux, qui a, je crois, maintenant intégré ces profils pour ces trois objectifs. Donc on a, en général, on essaie d'avoir une très bonne qualité optique en sacrifiant un peu la distorsion, le vignettage. C'est le choix qui a été fait par Sony, qui est un choix classique pour optimiser poids, qualité optique et recourir aux corrections logicielles pour la distorsion et le vignettage. Alors, quelque chose qui est commun aux trois optiques pour la vidéo, c'est le très faible focus breathing. Le focus breathing, c'est le changement d'angle de vue quand on passe d'un sujet près à lointain. En vidéo, ça peut être extrêmement dérangeant quand on passe d'un sujet à l'autre de voir qu'il y a un petit effet de zoom. Avec ces trois optiques, le focus breathing est vraiment très très faible. Et je vous montre l'alternance des sujets proches lointains. On voit qu'il n'y a quasiment aucun changement d'angle de vue. Donc, c'est vraiment un excellent résultat sur ce critère très important en vidéo. Vu la faible distance minimum de mise au point, on arrive, vous voyez quand même, à très bien flouter l'arrière-plan. Et voilà l'évolution du flou d'arrière-plan. Donc on a, même si c'est un très grand angle, on a quand même quelque chose qui est pas mal du tout, très doux quand même, pour l'arrière-plan. Le seul défaut qu'on pourra lui trouver, c'est voilà, les ronds de bokeh, quand on ferme à f4, f5, f6, ne sont pas parfaitement circulaires comme des optiques à portrait.
mais ce qui est assez normal sur ce genre d'optique. Alors, des résultats vraiment grand angle. Voilà une photo ici prise sur la Grand Place de Bruxelles et on a vraiment un excellent piqué au centre et les coins sont très bons. On voit une très légère baisse de qualité dans les coins, mais on ne le verra que sur vraiment des très gros agrandissements. Sinon, la qualité au centre et jusqu'au bord est excellente. D'un point de vue carte des piquets pour le... Ouais, c'est peut-être pas très visible. Je ne sais pas si c'est visible dans l'écran. Oui. Voilà le score, je dirais. Vous voyez qu'on est très bon en pleine ouverture, puis excellent dès qu'on ferme un petit peu. Les coins, eux, sont bons en pleine ouverture et deviennent très bons dès qu'on ferme d'un cran. Donc, en mode paysage, F4, F5, F6, on est vraiment à du excellent et très bon dans les coins. Donc, c'est globalement une très très bonne performance. Et en faible lumière, on aura quand même à f1.8 un résultat qui est très bon au centre. Voilà. Alors, je repasse ici. Quelques autres exemples. Vous voyez la perspective qu'on arrive à avoir. Là, j'avais assez peu de recul. On arrive vraiment à voir toute une rue en entier avec toute son ambiance. Voilà une photo d'un joueur d'échecs de rue. Vraiment, on a toute une grande perspective. Et remarquez aussi le rendu des couleurs qui est vraiment très bon. On a des couleurs assez naturelles. On le voit ici aussi dans cette boutique qui proposait des savons très colorés. Vraiment, les couleurs n'ont pas été retouchées, c'est tel quel. On a vraiment un excellent rendu des couleurs, comme d'habitude chez Sony. Voilà, il y a encore quelques photos d'exemples ici, d'architecture, où on voit un excellent piqué au centre et des coins qui, même s'ils n'atteignent pas le niveau du centre, restent très bons. Voilà pour le 11 mm. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le 11 mm en tant que tel. Pas sur le 11 mm en spécifique, mais avait une question au niveau du poids. Est-ce qu'ils sont vraiment tellement plus petits et tellement plus légers que les autres marques? Oui. Alors, d'un point de vue, je vais vous rediriger peut-être, je vais passer brièvement. Donc, comme vous le savez sans doute, je suis le responsable du Sony Alpha Blog, où j'ai testé donc tous ces objectifs et environ presque à 400 objectifs maintenant testés pour la monture E, que vous pouvez retrouver ici. Et si je prends le 11 mm 1.8, vous avez chaque fois les tests détaillés et on est à 181 grammes pour ce 11 mm. Et si je reprends le poids de la concurrence, voilà, Samyang 237 grammes, donc c'est 50 grammes en plus, ça fait 30% en plus. Le Zeiss 260 encore plus. Il y a un Tamron, mais qui est un zoom 386 grammes. Donc même si on compare par exemple le PZ 1020, qui lui... Oui, là la différence est énorme hein, entre un Sony PZ qui fait 178 grammes, 178, et 386, on est au double du poids. Donc, ils sont 2 fois plus légers, quoi. Même la taille, 55 mm par rapport à 86-101, parce qu'ils s'étendent. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compact. Quelque chose aussi, les Sony sont ceux qui, en général, ont vraiment la plus faible distance minimum de mise au point. Et ça joue beaucoup pour avoir ce flou d'arrière-plan. Et en Donc plus, oui, ils il a sont le power. vraiment beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts et en général avec la meilleure performance optique. Et oui, ils sont donc aussi un peu plus chers que la concurrence parce qu'ils offrent en général ce qu'il y a de mieux dans la plupart des caractéristiques. Est-ce que ça répondrait à la question?
Je pense que oui. Merci. OK. Voilà, on peut passer sur le 15 mm, f1.4G. Donc, c'est celui qui aura vu son ouverture d'1.4 et sa focale qui est légèrement supérieure, hein. C'est un équivalent d'un 21 mm plein format. On aura là un plus beau flou d'arrière-plan, quelque chose d'un peu plus soigné en termes de flou d'arrière-plan. Vous voyez donc hein, l'évolution ici du flou. Donc on a vraiment quelque chose de très beau. Pour le focus breeding, vous voyez que c'est, comme je l'avais dit, comme pour le 11 mm, c'est quasi parfait. On a quelque chose d'extrêmement faible en termes de focus breeding. Donc pour la vidéo, excellent. La distorsion, comme je l'avais mentionné, est assez forte si on prend un RAW non corrigé. Mais en activant le profil de correction Lightroom, vous voyez qu'on retrouve une image qui est parfaite. Rendu des couleurs, vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment parfait pour le rendu de ces fleurs avec toutes les nuances d'orange et de mauve et un très beau flou d'arrière-plan. Pour du rendu d'architecture, on a de nouveau quelque chose qui est très bon. Et là, les résultats en termes de piqué sont supérieurs. On est sur la gamme G. Donc là, d'un point de vue piqué, on est excellent dès la pleine ouverture, là où sur le 11 mm, on était juste très bon, entre guillemets, et on atteint le grade superbe, donc outstanding dès f2.8. Et les coins, eux, arrivent à l'excellence aussi. Donc on voit que le 15 mm 1.4 mérite vraiment son label de G, et j'aurais dit même de GM, vu ses performances, qui sont vraiment excellentes. Et la concurrence ne fait pas mieux, elle est toute moins bonne pour ce genre de focale et d'objectif. Quelques autres exemples. Voilà, rendu des couleurs de ces fraises. Et on voit vraiment tous les détails, vraiment toute la texture de la fraise. Il y a un excellent rendu des couleurs. Pour le rendu en portrait, on a quelque chose de très très bon. Donc, pas trop contrasté, parce que si l'optique a un rendu trop contrasté, le rendu des peaux, des tons chers n'est pas très bon. Ici, il y a vraiment, c'est le bon équilibre, un excellent piqué, tout en respectant la douceur de la peau. Et vous voyez, on passe de 1.4 f2 et f2.8, la différence de flou d'arrière-plan. Et le piqué est tout juste phénoménal. On voit vraiment, enfin, je ne sais pas si ça passe bien via Facebook et Zoom, mais on voit tous les poils de tous les sourcils, toutes les cils. Voilà, on a vraiment un résultat excellent. Encore un exemple ou deux, je dirais, d'architecture, où on voit que même à 1.4 au centre, c'est déjà excellent et les coins sont déjà très bons. Et dès qu'on ferme un peu à 5-6, là, c'est excellent dans les coins, superbe au centre, il y a vraiment tout qui est parfait. Voilà, aussi un petit exemple ici, tiré de la rafale, tout est parfaitement net, aucun problème. Même en photo de rue, des passants qui passaient rapidement, l'AF accroche et les résultats sont parfaits en termes d'AF. Voilà pour le 15 mm. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour le 15 mm. Non, rien de spécifique là-dessus pour l'instant. OK. Je vais donc passer au dernier. On va commencer par la carte des piquets que vous voyez ici. Donc voilà la carte des performances en termes de piquets prises à 10, 15 et 20 mm. Donc on remarque que, je dirais, les deux meilleures focales sont la plus petite et la plus grande. La focale intermédiaire
même si elle est très bonne, est légèrement en dessous en termes de performance de celle de 10 et de 20. On remarque que même si on atteint l'excellence au centre dès le début, si on veut avoir des coins les meilleurs, donc pour du paysage en photo, là, il faudra fermer à f5.6. On gagne une note, je dirais, en fermant pour avoir à f5.6 la meilleure performance sur l'entièreté de l'image avec ce zoom. Voilà. Et dès f8, ça c'est sur les APS-C, on commence à avoir un peu de diffraction. Donc en général, pour toutes les optiques, pas seulement celle-là, mais sur APS-C, le summum est atteint vers f5.6 sur les optiques APS-C. Donc, repassons sur les exemples de photos. Donc, voilà le rendu en termes de flou d'arrière-plan à 10, 15 et 20 mm. Vous voyez qu'on a une belle amplitude, mais avec chaque fois, vu la faible distance minimum de mise au point, on arrive à avoir quand même un beau rendu de flou d'arrière-plan, surtout donc à évidemment 20 mm. Distorsion, même phénomène que les autres, fort distorsion, fort vignettage, mais en activant la correction, tout ça est corrigé. À 20, distorsion assez faible, c'est surtout à 10 qu'on la voit, mais quand même une petite correction, surtout pour le vignettage qui est appliqué. Alors d'un point de vue focus breathing, et ça c'est beaucoup plus rare sur les zooms, c'est aussi très bon sur l'entièreté de la plage du zoom. Donc l'avoir sur les focales fixes c'est déjà très bien, un très faible focus breathing, mais l'avoir sur un zoom, on a ça en général que sur les zooms vidéo très haut de gamme. Donc vous voyez ici, on ne voit aucun focus breathing à 10 mm. À 20 mm, c'est le même phénomène, très faible focus breathing, vraiment très très bon. Et à 15 mm, c'est la même chose. Donc un comportement quasi parfait pour de la vidéo, pour ce power zoom. Alors, quelques photos pour vous montrer l'amplitude du zoom. Donc ici à 10, là à 20. Voilà, tout l'environnement complet pour ce couple. Et puis en zoomant, on arrive à ça. Et quelques portraits où également la qualité est excellente. Mais par contre, comme on est qu'à f4, on monte dans les ISO par rapport évidemment au 15 mm f1.4G qui permet de gagner 3 stops. Et donc forcément, en termes d'excellence de piqué, de moins monter dans les ISO, le 15 mm f1.4 donnera des résultats supérieurs par rapport au port zoom. Mais pour un zoom, je dirais que les résultats sont déjà excellents pour ce genre d'optique, avec le 10-20 f4. Voilà, encore une ou deux photos. 10 mm, 13 mm. Vous voyez qu'à 10 mm, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de très grand angle. On est en équivalent en plein format d'un 15 mm. Donc le 10-20, ça fait vraiment un 15-30 équivalent plein format. Donc vraiment pour du paysage, de l'architecture et surtout du Vlog, on a quelque chose qui est vraiment très très bien, très compact, très, très léger et très performant. Voilà, ça achève la présentation de ces 3 optiques. Oui, une petite question, Marc. Oui. Concernant quelque chose que tu viens de dire pour monter en ISO, la question venait si tu travailles toujours en auto-ISO, même sur les boîtiers APS-C. Oui. Ben, je fixe la barre du maximum ISO de mon auto-ISO est inférieure par rapport au boîtier plein format. En boîtier plein format, je laisse auto-ISO jusqu'à 25 000 à peu près, et en
je dirais en APS-C, en général, je mets 3002 ou 6004, quoi, selon mon appétit de bruit. C'est à 100% logique. Voilà. Mais tu joues quasiment toujours en ISO auto, en mode A, ouverture, et je mets une vitesse d'obturation minimum, ISO auto vitesse minimum, en général 1/125e quand ce n'est pas du sportif. Quand c'est du sportif, je monte à 1 millième, mais pour tous les jours, je mets du 1/125e pour les boîtiers 24 millions de pixels, et pour les 50-60 millions de pixels, là je mets 1/250e de vitesse minimum. Et donc le boîtier, je règle mon ouverture, le boîtier respecte cette vitesse minimum et les ISO sont automatiques jusqu'à arriver au maximum possible. C'est comme ça que je fais, on va dire, plus de 80% de mes photos. Bruno vient de dire que la réponse était à 100% suffisant pour lui. Merci. OK. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, ou toi, si tu as d'autres remarques. Non, là pour l'instant, c'était les questions qu'il y avait et c'était bien complet, je pense. Donc, voilà, ça a Oups. l'air parfait. En tout cas, si jamais vous avez suivi et vous désirez encore regarder les autres épisodes de Lenstock que Marc a fait, allez librement sur le Facebook de Sony Belgium, regardez dans le tab vidéo et comme ça, vous pouvez trouver tous les autres vidéos de Marc. Ils sont tous là aussi. Vous les avez tous ici sur le Facebook de Oui, Sony. Et vous exact. le retrouverez également sur mon blog dans la section webinaire. Tous les webinaires que j'ai donnés sont là à côté de tous les autres tests de tous les autres optiques. Voilà. Et bientôt, il y aura Alpha Universe qui aura aussi des pages vidéo. Mais encore une question qui rentre. Oui. Si on ne possède pas Lightroom pour faire les corrections de distorsion, est-ce que ces objectifs ne sont pas privilégiés? En fait, il y a Capture One aussi qui a les corrections optiques. Je crois peut-être pas aussi vite que Lightroom, mais en général, tous les optiques Sony sont couvertes. Il y a parfois un mois de délai, donc si vous avez Capture One, ça fonctionne aussi. Si vous avez DxO Optics Pro, eux sont parfois plus lents aussi, mais beaucoup d'optiques sont couvertes. Et donc, en général, avec ces 3 logiciels-là, la plupart des optiques Sony sont couvertes. Lightroom à 100%, Capture One, je veux dire presque à 100%, parfois un tout petit peu plus lentement. Les autres, parfois, oui, ils n'ont pas. Et donc, ça dépend quel logiciel vous utilisez. Si vous utilisez les ténors du marché, là, c'est couvert. Par contre, si c'est Luminar, AI, etc., là, je ne sais pas si ils ont ces profils de correction optique, oui ou non. Des choses comme des logiciels comme Luminar et GIMP et tout ça, normalement, ils n'ont pas ces corrections-là. Ça, je ne les utilise pas, mais je ne crois pas effectivement qu'ils les ont. Donc, mais vous avez toujours, normalement, vous aviez une version gratuite de Capture One Express. Ah oui, mais monsieur a DxO, donc ça devait DxO fonctionner. les couvre certaines, mais DxO, je trouve, ces dernières années, a pris du retard d'un point de vue des couvertures des objectifs. Ils mettent parfois 6 mois, 1 an pour certaines optiques. Donc, il faut vérifier sur le site de DxO si celles-là sont vraiment couvertes ou pas. Oui, monsieur confirme que pas tout est couvert, donc ça peut donner des soucis, oui. Par contre, DxO sera le meilleur pour le débruitage en général. Voilà. Donc, il faut jongler parfois avec les différents logiciels selon l'optique, éventuellement. Exact. Voilà. Je pense que, est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Si vous avez encore des questions, c'est maintenant le moment de les poser. Voilà. Sinon, le mois d'octobre, Marc parlera des optiques sur Photo Days, sur le stand Sony.
Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas de passer au stand Sony au Photo Days et aussi de regarder sur Alpha Universe pour les nouveautés et pour tout ce qui se passe et suivre les pages Sony Facebook pour regarder aussi les autres webinaires. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Tout le monde, ouais, il n'y a plus de questions, je vois. En tout cas, encore un instant. C'est un grand merci pour toi. C'est quelqu'un qui suit aussi l'Alpha Blog de Marc. Voilà. Merci. Donc, merci à toi, Marc. Et un grand merci à tout le monde d'avoir suivi, malgré le beau temps et malgré la presque canicule. Et je souhaite tout le monde une très, très belle soirée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.